Bonjour à toutes et à tous. Soyez vraiment la bienvenue à ce webinaire donc au numéro 2 du réseau burkinabé de suivi et évaluation. Ces webinaires donc sont organisés bien sûr pour échanger avec la communauté de l'évaluation, mais aussi en tout cas nous enrichir donc mutuellement sur certaines thématiques d'intérêt en matière donc de suivi et évaluation. Et aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire de l'année 2024 et d'autres suivront. Euh, donc, pour pour ce webinaire, nous allons d'abord écouter, d'abord en un premier instant, le mot donc du président du réseau burkinabé de suivi et évaluation. Ensuite, on va introduire donc le modérateur et ensuite la communication. Et le président, à vous la parole. Merci. Ok, merci Maurice. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous vous souhaitons vraiment la bienvenue à ce webinaire-là qui constitue le deuxième du genre de l'année. Le secrétaire général du réseau, M. Zwetiande, a concocté vraiment un programme alléchant pour le reste de l'année. Et il a pu ainsi mobiliser des experts de rang mondial pour pouvoir nous entretenir avec l'ensemble de la communauté de suivi et évaluation sur certaines thématiques d'intérêt. Et donc, je vois qu'on est plus à peu près d'une cinquantaine, hein. Donc, cela démontre aussi l'intérêt du sujet que nous allons suivre avec M. Loyer tout à l'heure. Et je tiens à le remercier. Je sais que son agenda est très, très, très chargé, mais quand même, il a voulu nous consacrer justement ce temps-là pour qu'on puisse échanger ensemble, apprendre de lui et peut-être lui aussi apprendre de nous sur cette thématique. Et donc, je vous souhaite à tous vraiment de fructueux échanges sur la thématique et j'espère qu'au bout du compte, chacun s'en tirera avec des connaissances et des nouvelles perspectives sur la thématique. Donc, merci à tous et bon webinaire à nous. Et je repasse la parole à M. Maurice. La séance donc, elle sera modérée par M. Doussa Suleiman. Donc, qui est vraiment, il est titulaire vraiment d'un master donc, en évaluation des programmes de l'École nationale d'administration publique du Québec au Canada et d'un DSS en économie et d'administration publique et d'un DSS en économie et développement local. Et il est également doctorant donc, en géographie à l'Université de Ouagadougou. Il a vraiment une riche expérience en matière donc, de suivi et évaluation parce qu'il est passé par gestionnaire donc, de cabinet d'études, conseiller technique, également, il a également conduit plusieurs missions d'évaluation des projets et programmes en Afrique et aussi au Burkina Faso, bien sûr, au Tchad. Donc, avec aussi une expérience en tant que mentor coach donc dans le cadre des activités de club comme le Toastmaster et le Young African Leaders Initiative donc, du West Africa Regional Leadership Center of Ghana. Donc, M. Doussa est vraiment un expert donc, en développement du capital humain au sein donc, du projet d'urgence, développement territorial et résilience. Donc, c'est son poste actuel, qui est vraiment un projet qui est financé donc, par la Banque mondiale. Il est également ancien vacateur, donc, notamment à l'Université de l'Aube-Nouvelle, où dispense donc des cours donc, en rapport, bien sûr, avec la mise en place du système de suivi et évaluation. Donc, il est à noter qu'il est vraiment commissaire au compte donc, du réseau burkinabé de suivi et évaluation. Donc, celui que je viens de vous présenter donc, est chargé vraiment de modérer donc, la présente séance. Donc, M. Doussa, donc, à vous la parole donc, pour la suite donc, des activités. Merci. Merci beaucoup, Maurice. Bonjour, chers participants. Alors, c'est vraiment un honneur pour moi et un plaisir d'assurer la police des échanges donc, au cours de ce webinaire. Alors, avant de présenter celui qui va nous exposer, nous édifier
sur la thématique du jour. Je voudrais partager un peu comment nous allons séquencer cette séance. Alors, je pense qu'on avait présenté l'agenda. Nous donnerons la parole au communicateur du jour que je présenterai tantôt. Et à l'issue donc de son exposé, nous allons passer donc aux échanges. Et pendant ces échanges, nous aurons naturellement donc des questions. Ces échanges, nous aurons une phase de présentation du groupe thématique qui va travailler, approfondir ce que nous aurons eu comme contenu aujourd'hui. Et c'est après ça que nous allons donc présenter les prochaines étapes, les prochaines échéances pour mettre donc fin donc à cette session. Alors, bonjour, merci à toute l'équipe vraiment du Rébus pour cette belle préparation. Encore toutes mes félicitations pour les réalisations qui ont déjà été faites, justement dans le cadre des activités visant le renforcement des capacités des systèmes nationaux d'évaluation, dont le Burkina Faso, et de donner aussi l'opportunité justement à un certain nombre de collègues issus d'autres pays de pouvoir bénéficier de certaines des activités. Alors, il y a effectivement, bon, je suis membre du Rébus, ça fait un certain nombre d'années quand même. On a beaucoup travaillé dans le cadre de ce réseau. Et c'est une très belle opportunité de faire partir de ce réseau qui permet aussi de pouvoir justement développer des relations, mais aussi de pouvoir avoir l'expérience de travailler sur un certain nombre d'éléments, d'activités. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger surtout avec vous sur le sujet de la mesure et de l'évaluation en éducation et formation. C'est très important. Tous les États reconnaissent, tout le monde reconnaît l'importance de l'éducation, l'importance de la formation pour justement l'économie, mais aussi pour la société. Voilà, parce que l'éducation modèle justement nos comportements, contribue à la croissance par la formation d'une main-d'œuvre qui est hautement qualifiée. Donc, elle occupe vraiment une place très, très importante. Mais comment que nous avons une éducation de qualité, quelles sont les mesures qu'il faut prendre? Parce qu'il faut une éducation de qualité pour permettre justement de pouvoir agir sur les autres secteurs, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de l'énergie, que ce soit sur les questions en lien avec la sécurité. L'éducation occupe une place très, très importante. Donc aujourd'hui, nous allons voir avec vous comment se prendre lorsque nous sommes dans le cadre de l'éducation ou de la formation pour pouvoir s'assurer que ce que nous avons comme résultat, c'est le bon résultat et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces résultats. Donc, ce que je vous propose, alors comme démarche, c'est la suivante. Donc, en guise d'introduction, je vais vous donner un peu d'éléments de contexte, surtout en lien aussi avec l'évolution de la mesure. Bon, on va se dire souvent, OK, c'est très facile la mesure. Je mesure ma taille, il suffit d'avoir peut-être 1 mètre, et puis bon, voilà, je fais la mesure. Ou bien je prends mon poids, oui, c'est une mesure. Alors, mais en tant que personne enseignante, lorsque j'enseigne peut-être dans une des disciplines, comment est-ce que je fais pour mesurer les apprentissages? OK? Qu'est-ce que ça me prend? Quelle est la place que prend justement la mesure? Et dans le cas aussi des formations professionnelles, c'est très important. Comme vous le savez, euh, euh, pour ce type de formation, on est beaucoup axé sur le développement de certaines compétences qui sont spécifiques à différents domaines en fonction, en fait, des, des besoins et aussi des objectifs visés par les personnes apprenantes. Alors, donc,
En deuxième point, donc, ce sera la mesure et puis l'évaluation en éducation. Et là, on va voir comment est-ce que, justement, cela a commencé dans le secteur de l'éducation à travers la docimologie qui a été considérée comme la science des examens, par exemple. Et nous allons parler un peu de géométrie, qui est vraiment la science de la mesure, comment est-ce qu'on peut procéder, et ainsi de suite. Alors, le deuxième point, bien, le numéro 2, donc ça va porter justement sur la mesure et puis l'évaluation dans le cycle de vie des politiques publiques. OK? Quelle est la place qu'occupe la mesure et puis l'évaluation dans ce cycle de vie des politiques publiques et comment est-ce que la mesure et puis l'évaluation pourraient justement aider à pouvoir avoir des mesures qui sont valides et de pouvoir s'assurer que ce que nous avons comme résultat reste vraiment avec la question de l'efficacité et de l'efficience des politiques publiques, en lien justement avec la mesure et puis l'évaluation. Et puis, bon, les discussions suivront. Étant donné qu'on n'a que quelques temps pour pouvoir faire cette présentation, sentez-vous vraiment à l'aise de pouvoir poser toutes les questions que vous voulez et que vous, en tout cas pour lesquelles vous avez besoin de réponses. Et j'apporterai dans le meilleur des cas possible, en tout cas les réponses à ces éléments, ou soit je pourrais donner des orientations qui vous aideraient à trouver justement les réponses à vos questions. Alors, ceci étant, ce qu'il faut déjà mentionner, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui la question de la mesure. OK? Alors, vous vous souviendrez que lorsqu'on était au secondaire, toujours là, vous savez, on a ceux qui ont pris le cours de philosophie, bon, vous voyez, les philosophes, on les voyait justement comme des penseurs et tout ça, mais quand vous allez regarder un peu dans les biographies et tout ça, il y en a qui sont des mathématiciens, il y en a qui sont des physiciens, et ainsi de suite. Ben, ce sont ces personnes vraiment qui ont souvent questionné l'existence même de l'être. Et parmi eux, justement, il y a Aristote qui a été l'un des premiers, par exemple, à donner la définition de la mesure, savoir, OK, en disant que c'est tout simplement le rapport entre deux grandeurs, OK, donc deux quantités. Alors, pour se mesurer, imaginez qu'il n'y avait pas la gradation et tout ça. Bon, je peux prendre peut-être, ça peut être un bois ou bien un téléphone. Bon, j'essaie de voir combien de fois que ça compte pour pouvoir atteindre ma taille. OK? Donc, c'est en ce sens que la mesure a commencé. Et justement, mais ça connaît vraiment des évolutions. Et donc, ces relations de grandeur entre les grandeurs a permis justement de passer à une définition, ce qu'on appelle une définition classique justement de la mesure. Et cette définition classique de la mesure a été justement mentionnée dans le livre intitulé Modèle de mesure. Je vous l'ai dit, ce livre, il est disponible en version électronique sur, par exemple, les presses de l'Université de Québec. Donc, c'est puq.ca. Vous pouvez les retrouver là-bas. Vous pouvez les télécharger si vous voulez. Alors, et cette définition classique considère la mesure comme l'estimation ou bien la découverte entre la grandeur d'un attribut quantitatif et bien sûr et une unité de cette même grandeur. OK? Donc, vous avez ici, donc, comme si je prends par exemple, vous voyez, on pèse, on donne les poids en termes de livres. OK? Donc, ça vient un peu bon. Tu pèses combien de livres? 60 livres, 40. Donc, c'est un peu, devient ainsi alors un rapport justement entre deux grandeurs telles que mentionnées ici. Et donc, ça, c'est la première définition qui est classique, comme je disais, en prenant le cas des livres, ou bien ça peut être aussi d'autres éléments qui sont considérés. Okay? Alors, mais ça a connu vraiment des évolutions. Et je vais vous donner ici juste quelques éléments en lien avec ces évolutions. Donc, en partant justement de la définition classique que vous avez ici, donc, en termes de rapport entre deux quantités, on passe selon Pythagore, donc
c'est le mathématicien, bien sûr, qui n'a pas travaillé sur le terrain de Pythagore. Et puis, bon, est-ce que vous savez c'est à quoi ça sert aujourd'hui? Bon, certainement qu'il y en a qui ne savent toujours pas, hein, mais c'est très important quand vous aurez, dans le domaine, par exemple, dans le domaine de la construction, pour pouvoir déterminer les angles et tout ça. Bon, il y a des éléments qui sont très, très importants. Alors, et c'est là, lui, il dit que la réalité est inscrite en termes de nombre. Donc, ça devient très, très fondamental, comme si on disait que bon, le monde est écrit en langage mathématique, oui, mais pour lui, tout ce que nous avons dans le monde peut être justement représenté par des nombres. OK? Et il y a eu ensuite l'évolution avec Galiléo, qui, je ne dis pas qu'il exagère, mais c'est vraiment ce qu'il dit est très, très important. Il faut compter ce qui peut être compté et il faut mesurer ce qui peut être mesuré. Et même ce qui ne peut pas être vraiment mesuré, il faut le rendre mesurable. OK? Donc, pour lui, c'est très, très important parce que plus vous mesurez, plus vous pouvez savoir où est-ce que vous êtes. Et comme on le dit, ce qui est mesurable permet de l'amélioration. OK? Voilà. Et Lord Kelvin aussi, bon, qui est arrivé et qui dit, bon, lorsque vous pouvez mesurer quelque chose qui vous intéresse, oui, c'est très important. Vous savez, vous allez avoir beaucoup d'informations au sujet de cette chose-là. OK? Mais ce que vous ne pouvez pas mesurer, bon, si vous ne pouvez pas mesurer, ça devient insatisfaisant. OK? Alors, je donne par exemple un cours, ça peut être en mathématiques, OK, ça peut être sur les nombres et les opérations. Oui, mais j'ai passé quand même du temps avec les élèves pour leur expliquer ce à quoi ça peut leur servir. Parce que si je vais au magasin pour payer des choses, il va falloir que je sache faire quand même quelques petites opérations, OK? Des additions, des soustractions. Si j'ai 1000 francs et que je paye quelque chose peut-être de 600 francs, ben, il faut que je sache combien on va me retourner. Ça, c'est très important. OK? Alors, ben, si je vais aussi dans le magasin et qu'il y a quelque chose que je veux, mais dans mon enveloppe, je n'ai pas le montant qu'il faut, il faut que je charge. Bon, si l'élément coûte, par exemple, 2000 et que moi, je n'ai que 1000 francs, ben, écoutez, je dois comprendre que peut-être je ne peux pas payer ça. OK? Donc, c'est très, très important. Au-delà des aspects qui sont les opérations sur les nombres, tout ça, c'est vraiment l'utilisation dans la réalité. OK. L'autre élément, bon, c'est vrai que j'ai parlé des mathématiques, ça peut être par exemple aussi euh, au niveau des informations, quel regard, euh, quel positionnement je prends lorsque je lis de l'information. C'est très important. Donc, mon attitude par rapport justement à cette information que je lis ou bien que je reçois est très, très importante. Et donc, c'est aussi possible de pouvoir dans certains contextes, faire certaines quantifications qui permettent justement de pouvoir mieux comprendre certains phénomènes et de pouvoir apporter, par exemple, des ajustements si cela est nécessaire. Alors, donc, mais de la façon dont la mesure a évolué de nos jours, c'est que on s'est dit, OK, ben, dans la mesure, ce qui se passe, c'est que on assigne en fait des nombres à des objets, mais pas n'importe comment. Il y a des règles qui sont respectées et ces règles doivent être bien établies et ces règles sont justement fondées sur des preuves qui sont scientifiques. Donc, on verra plus en avant un certain nombre d'éléments en lien justement avec ces éléments qui sont les règles. Alors, mais avant de commencer une mesure, ce qui est vraiment très, très important, c'est de construire l'instrument. Et nous, en tant qu'évaluateurs, ça occupe encore une place très importante. Alors, je prends juste en termes d'évaluation des projets ou des programmes. Alors, vous savez tous ici que parmi vous, en tout cas, même si vous n'avez pas appliqué, au moins, vous connaissez les critères de l'OCDE, OK? On va vous chanter ça, on va dire la pertinence, la cohérence, l'efficacité, l'efficience, l'impact. Oui, ça veut dire quoi? OK. Même si on donne une définition de ce que c'est que la pertinence, alors,
c'est bien, mais comment est-ce que je vais recueillir l'information sur la pertinence? Est-ce que tu vas, dans le cadre d'un projet, ou bien d'une politique, est-ce qu'on va poser OK, est-ce que ce projet-là est pertinent pour toi? Ou bien est-ce que ça répond à tes besoins? OK? Ça, c'est une des questions. Est-ce que ce projet-là, OK, les activités du projet répondent à tes besoins? Alors, c'est possible que tout ça réponde. D'abord, on va pas dire, on peut décider, OK, est-ce que ça peut être oui ou non? Ah, ce n'est pas aussi facile de dire oui ou non. OK? Peut-être que ce n'est pas total, mais il arrive souvent qu'on considère certaines échelles qu'on appelle, bon, peut-être des échelles de Likert. Ce projet répond à vos attentes, pas du tout d'accord, pas d'accord, et puis on va aller tout à fait d'accord, ça répond à mes attentes. OK. Mais c'est pas parce que, est-ce que c'est parce que ça répond aux attentes, par exemple, de Doussa qu'il a dit tout à fait d'accord, et que ça ne répond pas aux attentes, par exemple, de Saturnin, qu'il a dit, OK, pas d'accord. OK. Alors, la question que l'on doit se poser souvent, c'est de savoir est-ce que notre question telle qu'elle est posée euh, ne présente pas des biais. C'est très important. Ben, on viendra justement à certains critères qui doivent vérifier justement les questions souvent que vous posez dans le cadre de nos évaluations. Et quand je reviens dans le contexte de l'éducation, alors, vous avez conçu votre examen ou bien votre devoir. Il y a des questions dans le devoir. Il y a des gens qui ont échoué. OK. Est-ce que vous pensez que ces personnes ont échoué parce qu'elles ne connaissent pas ou bien c'est parce que votre question présente des problèmes, des défis, peut-être en termes de formulation, ou bien que votre question présente un biais par rapport à certaines caractéristiques de certains élèves. OK? Ben, un exemple simple, hein, ça peut être peut-être que certaines des questions, par exemple, peuvent favoriser des filles, ou bien le contraire, ça favorise plutôt les garçons. OK? Ça dépend de ce que vous avez dans la question. Donc, c'est très important. Alors que quand on veut évaluer un résultat, il faut qu'il y ait de la bonne mesure et il faudrait que ce qu'on observe comme écart ne soit pas dû à la formulation ou bien à la qualité de la question, mais que ce soit des écarts réels qu'on observe entre les groupes. OK? Donc, ça, c'est très... Donc, c'est là qu'intervient la construction des instruments et qui doit vérifier un certain nombre vraiment de qualités. Donc, il faut construire d'abord l'instrument et au niveau de la mesure, on a généralement trois éléments qu'il faut considérer. Donc, il y a l'instrument de mesure sur lequel on doit, par exemple, rapporter le nombre. C'est très important, comme je l'ai dit tout de suite pour la perte. Vous avez vos outils de collecte. C'est très bien. Il y a un aspect que vous mesurez sur la pertinence. C'est parfait. OK? Alors, donc, pour chacune des questions, vous aurez certainement à choisir un certain nombre d'options de réponse qui, selon la réflexion théorique, doit vous permettre de pouvoir dire, OK, de façon générale, ou bien pour tel groupe, le projet, par exemple, est pertinent, ou bien la politique est pertinente, mais pour tel autre groupe, ce n'est pas le cas. Alors, et il ne faudra pas que, justement, ces écarts-là soient liés au fait que votre question présente dès le départ un biais. OK? Donc, c'est très important. Et il y a la question de la précision qui intervient aussi lorsqu'on conçoit justement les instruments de mesure. Imaginez que vous prenez une balance pour prendre votre poids et puis ça met 150 kilos. OK? Ben, alors que en réalité, vous savez que vous ne valez pas 150 kilos. OK? Ça peut arriver. OK. Ou bien, bon, peut-être pour le même instrument, vous l'avez utilisé, par exemple, tout de suite, bon, ça marquait 80 kilos. OK? Quelques minutes après, vous montez sur l'instrument pour prendre votre poids. Disons 5 minutes après, ça met 90 kilos. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'instrument que vous utilisez pour prendre la mesure, il y a des problèmes de précision. OK? Et donc, les instruments de mesure occupent une place très, très importante, justement, en mesure.
Et c'est pour cela qu'il va être très, très important de pouvoir considérer vraiment leur qualité avant de passer à ce qu'on appelle justement l'évaluation, qui va être un jugement qu'on va apporter au regard de ce que nous avons obtenu comme résultat au niveau de la mesure. Alors, et en éducation et en formation, comment on peut s'y prendre donc, pour le cas de la mesure et de l'évaluation? Donc, pour les objectifs de développement durable, ou bien dans nos pays, il y a toujours la question de la qualité de l'éducation. On veut travailler à améliorer l'éducation. On est passé je vais prendre les OMD, de 8 objectifs, on passe à 17 objectifs pour les ODD. Et au niveau de chaque pays, il y a des réformes au niveau de l'éducation. Tout cela va viser justement dans l'objectif d'améliorer la qualité. Alors, il faut savoir la qualité et comment on reconnaît la qualité. Et ça, c'est un élément très, très important. Alors, vous allez voir peut-être aussi dans certains pays, OK, nous, dans notre pays, vraiment, on veut des ingénieurs bien formés. Donc, cette année, la formation, notre priorité, ça va être, par exemple, la formation des ingénieurs en ceci, nous voulons des gens en physique, nous voulons des gens très, très bien formés dans ces éléments. Donc, ce sont les filières qui sont prioritaires. Mais une question fondamentale, c'est comment on va procéder. On va les former, mais il faut former les gens qui donnent la formation à ces personnes, à ces profils qui sont recherchés. Et ça, souvent, c'est un aspect qui est souvent très négligé. Okay? L'éducation, on veut des gens qui sont compétents dans tel domaine, mais ça prend des personnes pour pouvoir former ces personnes. OK? Et donc, il faudra travailler à la formation de ces formateurs-là qui vont être à mesure de former les personnes qui ont déjà ces compétences. OK? Les contextes changent. Et depuis qu'on est passé souvent, ce n'est pas toujours adapté, on parle de l'approche par objectif à l'approche par compétence. Euh, Est-ce qu'on a changé les façons de mesurer? Est-ce qu'on a changé les façons d'évaluer? Quand vous prenez peut-être, que ce soit en classe, ou bien les examens qui sont organisés pour les diplomations, est-ce qu'on a changé les façons euh, d'évaluer, de faire l'examen? Est-ce qu'en classe, on a changé les façons d'enseigner? Et est-ce qu'on a adapté nos formations en tenant compte de nos contextes? Ça, c'est des éléments très, très importants qui sont souvent... Alors, c'est au regard de certains défis, justement, en lien avec les résultats des élèves, qu'est née finalement une discipline qu'on appelle justement la science des examens. C'est tout simplement la docimologie. OK? Donc, OK, peut-être certaines questions font qu'il y a des élèves qui ne réussissent pas, d'autres oui, il y en a qui réussissent. Ou bien le contexte dans lequel on a organisé, par exemple, l'examen, n'est pas adapté. OK? Alors, quand vous êtes, je prends tout simplement, bon, ça peut arriver, quand vous êtes peut-être en zone rurale ou bien, ou bien dans un contexte de sécurité précaire, comparativement à un autre contexte, euh, les, les émotions, ce qu'on appelle les compétences émotionnelles, les émotions jouent beaucoup. Et puis, bon, l'environnement n'est pas le même. Et donc, ça peut influencer beaucoup sur, par exemple, les résultats des personnes que vous avez. Donc, la docimologie voudrait qu'on essaie de bien préparer, justement, les examens pour pouvoir bien faire les évaluations. Et donc, ça permet, donc il faut regarder un certain nombre de facteurs pour pouvoir y arriver dans le contexte, l'environnement dans lequel l'examen. Et puis, il faut regarder même au contenu. Je vais venir plus tard à ça, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, on pourra peut-être revenir à ça plus tard. Donc, il faut déterminer la qualité des instruments. C'est très important. Donc, les questions qui sont posées. Et alors, je prends l'examen. Il y a un des examens, je pense que j'ai vu quelque part. Je
plus peut-être. En tout cas, quand vous ratez la première question, vous ratez tout le reste. OK? Bon. Donc, ça, c'est un cas, par exemple. Bon, ça veut dire, premièrement, il faut définir peut-être c'est quoi les objectifs de cet examen. Et puis, bon, est-ce que vous évaluez l'élève sur un seul élément? Je dirais pratiquement sur un seul élément, parce que quand l'élève rate la première question, tout le reste est terminé. Donc, quelque part, ça peut poser des problèmes. OK? Donc, c'est pour cela, ça va être très important. Je vous montrerai quelque part comment on peut concevoir, en tout cas, des examens en lien avec les habilités ou bien les compétences que l'on veut évaluer. Alors, il y a aussi, justement, à la suite justement de la dosmologie, nous avons justement l'édiométrie qui est, elle, la science de la mesure. OK? Et cette science de la mesure voudrait que ce que nous considérons comme résultat, voudrait qu'on s'assure que ça soit vraiment un résultat qui est vraiment dû au changement. Quand je donne une formation, un exemple simple, hein, je donne une formation en évaluation d'impact des politiques publiques. OK. Alors, donc, comment je fais pour savoir que les personnes qui ont suivi cette formation ont développé vraiment des compétences ou des habiletés en une évaluation des politiques publiques? OK. Est-ce que je fais le devoir? À la fin, je fais un test et puis je regarde les notes. Ou bien, il aurait fallu que, bon, écoute, d'abord, peut-être que les personnes qui sont venues dès le début, là, avaient déjà des connaissances. Donc, ce n'est pas nécessairement ta formation. Donc, est-ce que avant de commencer la formation, je leur ferai passer un petit test et après la formation, j'admise le même outil et puis je vois où est-ce qu'ils sont rendus. OK? C'est juste à la fin de la formation. OK? Alors, ça, c'est quelque chose, oui, c'est possible de le faire. Mais, et vous allez voir là où est-ce que peut-être ces personnes qui, à l'entrée, n'avaient pas peut-être des connaissances ou des notions, euh, et, et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont eu également, ces personnes ont eu, par exemple, comme résultat. Donc, l'édimétrie occupe une place très, très importante et va s'intéresser davantage à la qualité des instruments, ce qui va nous permettre, en éducation ou en formation, et de façon spécifique au niveau des politiques publiques, de voir, de mesurer ce qui doit être mesuré et d'avoir des mesures qui sont fiables. Alors, et c'est là que intervient un certain nombre de théories. Je pense que je ne vais pas venir davantage, je ne vais pas mettre l'accent sur certains éléments qui sont un peu techniques, mais si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Euh, on pourra avoir l'occasion par la suite de faire vraiment des pratiques. Alors, quand je prends le cas, par exemple, des compétences, par exemple, je prends en résolution de problèmes. OK? Et résolution de problèmes, bon, je prends le cas, par exemple, en mathématiques. Vous savez, on fait l'examen, c'est un certain nombre de questions, supposons 20 questions, ou bien 30 questions, pour voir si telle personne vraiment a les habiletés dans le domaine. Mais 20 ou 30 questions, ce ne sont pas les seules questions qu'on peut poser. OK? Il y en a plusieurs. Et puis, bon, il faut s'assurer de la qualité des questions. Et comment est-ce que je peux m'assurer de cela? Et ce qu'on cherche généralement à évaluer, c'est vraiment l'habilité. Ce n'est pas la note, c'est, je rappelle encore, c'est l'habilité, c'est la compétence de la personne qu'on cherche à évaluer. OK? Mais pour pouvoir évaluer, on a besoin de construire les examens. Donc, en théorie classique des tests, ça c'est un élément au niveau de la mesure, il y a ce qu'on appelle le score vrai. OK? Ça veut dire que c'est un score qui ne va pas vraiment changer. OK, quelles que soient peut-être les questions qu'on te pose et tout ça, on va te retrouver toujours à un même niveau. Et c'est ça on va exclure les erreurs de mesure et c'est ça qui correspond vraiment à ton résultat. On pourra alors te classer selon les niveaux-là.
OK? Peu importe le nombre de questions qu'on va administrer, et quand on fait l'analyse, ça permettra d'identifier cela. Alors, une des difficultés, par exemple, au niveau de cette théorie, c'est que, bon, l'erreur de mesure ne dépend pas d'un certain nombre de facteurs. OK? Bon, ce qui n'est pas aussi vrai. OK? Donc, là, on dit, OK, on fait l'évaluation, il y a les élèves qui ont différentes caractéristiques, et puis on sait le contexte dans lequel peut-être l'évaluation est faite, ça peut être un problème. OK? Donc, on est amené à faire ce qu'on appelle de la différenciation. Et justement, et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle souvent la théorie de la généralisabilité et qui demande à ce qu'on prête quand même attention à certains traits distinctifs pour les élèves. OK? Des élèves peuvent avoir certains défis et qui ont besoin justement de certaines mesures pour pouvoir démontrer ce dont ils sont capables. Et donc, ça, il faudra avoir ça à l'esprit. Et dépendamment aussi des domaines d'enseignement, que ce soit en mathématiques, en sciences, que ce soit les conditions d'apprentissage aussi qui sont importantes à considérer parce que vous pouvez avoir, bien sûr, de meilleures performances tout au long de l'année et puis peut-être le jour où on fait l'examen, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, il y a des conditions d'apprentissage qui sont importantes. Et puis, bon, d'autres aussi, comme vous le savez, dépendamment en fait des écoles ou bien de là où vous vous trouvez, donc, il peut arriver que, bon, certains environnements sont propices à l'apprentissage, mais que pour d'autres, ça peut être un peu difficile. Voilà. Alors, donc, ça, ce sont les éléments que, au niveau de la théorie de la généralisation, on essaie de considérer. Il faut enlever ce qui est les erreurs qui sont dues, par exemple, à certains facteurs qui sont hors de contrôle ou bien qu'on peut contrôler, mais qui, au moment, en fait, de passer l'évaluation ou bien la mesure, euh, sont à reconsidérer. Alors, donc, en éducation, ce qu'il faut savoir, il y a principalement un certain nombre de résultats qui sont recherchés, en tout cas en éducation et puis en formation. La première des choses que nous avons le plus souvent, ce sont les apprentissages. Okay? Quand on va à l'école, certainement, c'est pour apprendre, c'est pour développer des compétences. Et justement, ça c'est l'une des premières missions, que ce soit aussi dans le domaine de la formation professionnelle. Alors, un autre résultat concerne bien sûr le mieux-être qui est souvent peut-être moins regardé, mais dans certains contextes, oui, ça constitue un aspect très, très important, en lien surtout avec la santé mentale aussi, mais aussi quand on regarde un peu au développement de l'enfant, il y a certains domaines de développement de l'enfant qui sont très, très importants. Tout est important, mais d'autres peuvent être prioritaires. Il y a ce qu'on appelle les habiletés cognitives donc, qui concerne, va beaucoup dans le domaine des apprentissages. Et il y a aussi la conscience de soi et de son environnement, et ainsi de suite. Ce sont des éléments qui sont importants. Mais à certaines périodes, telles que par exemple dans certains cas, le cas de COVID, où peut-être il y a eu certaines restrictions, ça peut avoir eu peut-être des impacts sur la santé mentale dans certains cas. Alors, on veut aussi former, l'école veut former des citoyens qui sont engagés. On veut que ce soit des personnes, on dit, c'est l'avenir du pays qui reçoivent cette formation. Ce sont des gens qu'il faut former et c'est eux qui seront amenés, par exemple, à apporter leurs contributions. C'est très important. Alors, on veut des citoyens engagés aussi bien dans la communauté qu'au niveau national, au niveau des instances de décision. Et bien sûr, ben, ça, c'est l'un des éléments, même souvent, on va dire très, très important, parce que quand on va à l'école, souvent, on se dit que okay, c'est pour avoir du travail. Okay? Ben, donc, on essaie de développer aussi, bon, au niveau des pays aussi, c'est qu'on a besoin d'une main-d'œuvre qui est qualifiée pour pouvoir permettre de travailler à accroître la croissance économique, okay, à développer le pays, et ça, c'est très important. Alors, je vais venir sur certains de ces éléments et voir comment dans le système éducatif, on peut les mesurer. Donc, spécialement au niveau des apprentissages ou bien du développement des compétences. Donc, c'est à travers un certain nombre d'éléments. Et quand je vous ai dit tantôt qu'on est souvent passé d'une approche par objectif à l'approche par compétence, est-ce qu'il y a eu des changements dans la façon de mesurer
les apprentissages ou dans la façon de les évaluer, c'est en lien avec cet aspect-là. Donc, il y a différents niveaux. Donc, dans les apprentissages, de façon générale, quand on prend une compétence, on peut la cartographier. Il y a les savoirs, les savoir-faire, il y a les savoir-être et il y a aussi le savoir-agir. Donc, ce sont des éléments qui sont très importants et qui peuvent être regroupés. Donc, quand passe, on construit un examen, pas pour évaluer juste des connaissances, ça ne sert pas des choses qu'on apprend par terre. Et après, on a tout oublié. Oui, mais souvent, ça peut être des connaissances qui sont importantes pour pouvoir les utiliser ailleurs. Il faut les utiliser ailleurs. OK? Donc, je sais qu'on a tous, bon, en tout cas, nous, on a pris les solstices d'été, les solstices d'hiver et tout ça, là, je ne sais plus quoi encore, mais voilà. Mais par contre, il y a un certain nombre d'éléments aussi, voilà, qui tiennent compte, en fait, du contexte du pays, du système éducatif et pour lesquels il faut travailler à rendre authentiques les apprentissages. C'est ce qui va être important au niveau des politiques. Et donc, quand on parle donc, par exemple, d'une situation de connaissance à des situations d'apprentissage qui sont pluridisciplinaires, donc on est dans des situations de développement des compétences. Les connaissances, les savoir-faire, c'est bon, mais il faut aller plus au niveau des savoirs agir. OK? Et le savoir agir suppose que tu fais appel à plusieurs ressources. Et quand on parle des ressources, il s'agit des ressources internes. Et les ressources internes regroupent par exemple les connaissances, les habiletés et le savoir-être. Le comportement aussi est très, très important. Et les ressources externes, ça peut être, il faut que tu puisses utiliser, par exemple, dans le cadre de la résolution d'un problème, il faut que tu puisses aller chercher de l'information sur des plateformes qui sont, par exemple, appropriées. Ça, c'est un cas, par exemple. De nos jours, par exemple, l'intelligence artificielle occupe de plus en plus de place. Qu'est-ce qu'on fait? OK? Est-ce qu'on va attendre? Est-ce qu'on va l'utiliser? On ne va pas l'utiliser? Et vous le savez, par le passé, bon, en tout cas, il y a des moments, peut-être les calculatrices, on ne les utilisait pas en classe, OK? Et même au niveau des calculatrices, il y a des types de calculatrices, OK? Donc, l'intelligence artificielle, peut-être ça va devenir comme une calculatrice les années à venir. Donc, pourrait peut-être les utiliser à des moments donnés. Mais d'ailleurs, pour le moment, c'est très important. Ça peut aider beaucoup, par exemple, dans l'utilisation dans vos travaux. Alors, plus rapidement, dans la construction des examens, donc pour les évaluations, c'est très important de pouvoir définir un certain nombre d'éléments. Donc ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement un tableau de spécification. Bon, ça peut être un peu technique, mais je ne vais pas peut-être trop m'attarder sur ça. Donc, il faudra définir c'est quoi qu'on veut évaluer. OK? Est-ce que nous voulons évaluer des connaissances? Est-ce que nous voulons évaluer des savoir-faire? Est-ce que nous voulons évaluer des compétences? OK? Et dans quel domaine on veut évaluer ça. Donc, ça va être très, très important. Donc, ce tableau permet, en tout cas, de pouvoir, par exemple, bien construire votre instrument de mesure et de pouvoir, justement, l'administrer. Et par la suite, vous pourrez procéder, par exemple, à sa validation. Donc, ça, c'est un peu technique, mais on pourra revenir à ça. Je pense que c'est un exemple que je donne ici en mathématiques, voilà, sur lequel peut-être on pourra revenir. Alors, nous avons eu souvent, je ne sais pas si c'est l'occasion, peut-être pour certains examens, d'être sorti, on dit, oh, mais ça, c'était pas prévu. OK? Ou bien on n'a pas vu ça en classe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle souvent des problèmes d'échantillonnage au niveau de la construction des examens. Donc, je ne vais pas peut-être trop m'attarder sur ça. Je pense qu'on n'a pas suffisamment de temps. Mais je vais sauter cette étape aussi. Si vous avez des questions pour les évaluations, bon, il y a différents types, hein, surtout dans le système éducatif, les évaluations formatives, d'autres appellent ça l'évaluation pour l'apprentissage. Il y a les évaluations sommatives qui interviennent justement à la fin de certains modules.
OK, bon, il y a les évaluations certificatives, par exemple, sur ce qu'on fait pour pouvoir obtenir des diplômes et tout ça. Mais il y a les évaluations à grande échelle. Et les évaluations à grande échelle, généralement, donc ça porte sur plusieurs pays, par exemple. C'est ce qui est organisé, par exemple, par le PASEC, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène. Et donc, à ce niveau, la dernière, par exemple, c'était sur 14 pays. Je pense que la prochaine, ça va porter sur 23 pays comme ça. Donc, qui permet en fait d'apprécier l'efficacité des systèmes éducatifs des différents pays dans les domaines. Et ça se fait par exemple en mathématiques et puis en français. Alors, il y a les sciences qui risquent d'être intégrées en partie, par exemple, pour les PASEC à venir. Alors, donc, pour la mesure des instruments, la qualité des instruments, ça va être important de se référer à ce qu'on le Standard for Educational and Psychological Testing. C'est un document très, très important, mais en termes de qualité, il y a la validité. Et quand on parle de validité d'un instrument, c'est la capacité de l'instrument à mesurer ce qu'il est censé mesurer. OK? Donc, si je vais évaluer, par exemple, des compétences en mathématiques, il faut que mon instrument puisse effectivement évaluer cette compétence-là. Alors, et comment on fait pour le savoir? Ça passe par la construction de l'instrument qui tient compte d'un certain nombre de questions qui doivent être posées. OK? Et il faudrait évaluer la qualité de ces questions-là. C'est très important. Et la structure globale de votre questionnaire aussi est à considérer. Donc, c'est en ce moment qu'on parle de validité parce que il faut que l'instrument soit valide. C'est très important. Donc, il y a des analyses statistiques en lien avec ça, mais il y a aussi un aspect qualitatif. Souvent, vous allez entendre parler de validité de contenu, okay, ou bien de validité de construit. OK? Je ne vais pas aller en détail dans ça, mais on aura l'occasion de développer tous ces aspects. Et l'autre élément qui concerne, par exemple, la fidélité, c'est très... Voilà. Et pour la fidélité, bon, c'est très important. Comme je vous l'ai pris, par exemple, pour le poids, quand vous prenez votre poids et puis 5 minutes après, vous revenez utiliser le même instrument, vous prenez le poids et que ça donne des informations qui sont différentes, problème. OK? Donc, c'est un aspect incontournable dans la mesure. Et au niveau aussi statistique, il y a des indicateurs qui peuvent être retenus pour pouvoir apprécier, par exemple, cette validité. Bon, le plus souvent, vous allez voir que les gens utilisent un indicateur qu'on appelle alpha de Kronbach, mais il y a d'autres types aussi d'indicateurs qu'on peut avoir dans le cadre justement de ces évaluations. Alors, je vais passer sur ça, mais c'est juste présenté ici. Il y a des biais aussi qui sont liés à la mesure et à l'évaluation. Ça, c'est un travail que j'avais fait en 2017 et qui a été publié dans ce livre, Le chercheur face aux défis méthodologiques de la recherche. Alors, nous sommes en mesure et évaluation et on doit réduire au maximum les biais qui sont liés à la mesure et à l'évaluation. Et donc, il y a un certain nombre d'ouvrages que j'ai lus pour lesquels j'ai fait une synthèse et l'appellation peut être différente. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des erreurs, par exemple, qui sont systématiques. Et au niveau de ces erreurs systématiques, vous avez, par exemple, le contenu de l'examen. OK? Le contenu de l'examen n'a rien à voir avec ce que ce qui vous a été enseigné. Ça pose des problèmes. OK? Et du coup, ce qui se passe, c'est que tout le monde peut-être passe pratiquement à côté de l'examen. Tout le monde échoue pratiquement. OK? Et il y a des cas où votre examen présente des biais au niveau culturel. OK? Donc, du coup, un grand nombre d'élèves vont passer à côté parce que ce n'est pas concevable. OK? Ça, c'est quelque chose qui peut arriver également. Et il y a aussi, bon, l'environnement dans lequel les éléments se passent. Ça peut arriver.
Mais pour les erreurs non systématiques, bon, ça peut être juste la fatigue, ça peut être, quand on dit non systématique, ça ne touche pas tout le monde de la même façon. Alors, si la veille de l'examen, bon, moi j'ai été peut-être passer une fin de semaine agréable quelque part et puis on a fêté jusqu'au lendemain, j'étais fatigué, ça va être peut-être un peu. Alors, il y a aussi certaines ambiguïtés qui peuvent intervenir au niveau des pensées et qu'on peut avoir comme défi. Alors, donc, au niveau, pour favoriser justement le développement des compétences, ce qui va être intéressant, donc comme on a parlé de ça depuis, comment mesurer, évaluer tout ça avec les qualités des instruments et tout, ça va être important d'avoir les personnes apprenantes ou bien les personnes en formation dans des situations qui sont voilà. Donc, et dans ce contexte, il faudra, lorsque vous concevez, par exemple, votre instrument de mesure, de tenir compte des éléments de contexte, mais aussi de tenir compte de la spécificité des tâches en lien avec la compétence pour laquelle vous voulez faire l'évaluation. Alors, et par la suite, bon, certains indicateurs, comme je vous l'ai dit, les questions de mieux-être et tout ça, qui sont souvent évalués, mais bon, dépendamment en fait des contextes, mais aussi la question de la résilience. Ce sont des éléments qui doivent être évalués, mais qui ne sont pas aussi souvent très évalués, okay, au niveau des systèmes scolaires. Okay? Ben, dans certains systèmes scolaires, oui, c'est des éléments sur lesquels on a il y a de la préoccupation. Et pour les personnes qui présentent peut-être un certain score, par exemple au niveau de mieux-être, un score qui est faible, ok, donc ça veut dire qu'il faut les aider, il faut mettre des ressources en place pour que ces personnes-là puissent vraiment aller de l'avant, puissent se sentir mieux dans leur environnement. Et dans la vie, il y a toujours des défis qui peuvent arriver et ça va être important qu'on puisse aussi maîtriser les émotions, qu'on puisse être résilient. Okay? Alors, je vais passer sur ces éléments qui sont mesurés d'une certaine façon ou d'une autre. Et je vais juste vous parler un peu justement de la mesure et puis l'évaluation dans le cycle de vie en fait, des politiques publiques. Et un petit rappel ici, bon, le cycle de vie des politiques publiques, là, le nombre d'étapes, c'est vrai, ça peut varier selon les auteurs. Bon, généralement, on peut se limiter à 5, OK? Mais ici, vous avez un élément plus détaillé. Et la première étape, c'est dans le cycle de vie des politiques publiques, c'est l'émergence d'un problème. Okay? Quand il y a émergence d'un problème dans la société, quand il y a un problème dans la société, c'est là qu'on essaie de voir, OK, bon, est-ce que ce problème-là, c'est un problème qui est privé ou bien c'est un problème public? Privé en ce sens que ça concerne peut-être qu'une personne ou bien que des individus. Là, ça peut être considéré par exemple comme un projet. Je prends par exemple peut-être les problèmes, un problème cardiaque là, ok? Ben, peut-être que c'est une maladie qui est spécifique et puis c'est vraiment très rare. Ok, alors souvent on peut se dire, ah, voici c'est peut-être quelques personnes, ok, est-ce qu'on a besoin de mettre par exemple des milliards dedans au lieu de mettre l'argent par exemple au niveau du paludisme, ok? Donc, alors, c'est la perception par rapport au problème là qui va permettre de voir, OK, est-ce que ça nécessite une action gouvernementale? La question, est-ce qu'il faut mettre cela à l'agenda? OK? Et pour la mise à l'agenda, OK, et même depuis cette étape, pour l'émergence du problème là, il faut qu'on sache qui est touché, comment le problème, quand est-ce que ça a commencé, qui est concerné par le problème, quelle est l'ampleur du problème et tout ça. Donc, la mesure intervient. OK? Et la perception quant au fait que c'est un problème privé ou public aussi, oui, ça va dépendre en fait aussi de ces données-là. Donc, c'est très important. Okay. Et c'est ça qui va amener justement à questionner si une action, par exemple, gouvernementale est nécessaire. Okay. Et à ce niveau, alors, si c'est nécessaire, il faut bien sûr faire une formulation pour pouvoir mettre ça
à l'agenda. Donc, il faut mise à l'agenda, il faut faire une formulation d'alternative. Voilà. Parce qu'on a demandé s'il faut mettre à l'agenda, est-ce que le gouvernement doit intervenir, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions? C'est un aspect aussi important à considérer lorsque on est dans le cycle de vie des politiques publiques. Alors, et une fois que ça c'est fait, on peut adopter et puis par la suite, on peut mettre en œuvre à travers un plan d'action et il va falloir évaluer par la suite. OK? Donc, voici un peu au niveau de la mesure, justement, un des aspects, par exemple, avant la mise en, vous voyez, avant l'adoption, bon, il y a le plus souvent ce qu'on appelle l'analyse d'impact réglementaire. Et dans l'analyse d'impact réglementaire, la mesure joue un rôle très important parce qu'il va falloir collecter des données, il va falloir évaluer les différentes options possibles, donc les différentes alternatives, et il faut présenter les coûts et puis les avantages des différentes options. Okay? Et c'est au regard de ces coûts et de ces avantages que le gouvernement, on va voir si, OK, c'est nécessaire que le gouvernement intervienne. Donc, ça, c'est un élément important à considérer. Donc, la mesure joue un rôle très important à toutes les étapes du cycle de vie et l'évaluation vers la fin, par exemple, va nous dire, OK, est-ce que finalement, on a choisi la bonne option ou bien est-ce qu'il y aurait des choses, par exemple, qu'il aurait fallu ajuster? OK, donc, et c'est ça qui va permettre par la suite de voir, OK, est-ce qu'on continue avec peut-être la réglementation, par exemple, qui est en cours, cette politique-là, ou bien il va falloir la modifier. OK? Donc, voici un peu au niveau du cycle de vie des politiques publiques. Et puis, bon, vous avez un ouvrage intéressant aussi que vous pouvez lire. Mais l'ouvrage qui est aussi le plus intéressant aussi, je dirais que c'est celui de Bardoche, mais bon, qui est en anglais, et on pourra peut-être échanger plus tard si vous avez des questions. Alors, et donc, au niveau de l'efficacité, comme vous aurez constaté, à toutes les étapes du cycle de vie des projets, on a besoin de données. Et pour avoir des mesures, il faut construire des instruments qui sont valides, il faut construire des instruments fidèles. Et c'est à partir de ces instruments et de ces données que nous aurons recueillies et qu'on permettra de produire vraiment des données crédibles, des données qui sont fiables. Okay? Et ça va nous permettre de pouvoir contribuer à la prise de décisions voilà, à chaque étape du cycle de vie des politiques publiques. Et c'est ce qui pourra aider à améliorer au niveau de l'efficacité et au niveau de l'efficience des politiques publiques. Alors, je pense que je vais certainement m'arrêter à ce niveau pour vous donner l'occasion vraiment aussi de poser des questions. Et par la suite, on pourra voilà, voir s'il y a des perspectives ou bien s'il y a des éléments sur lesquels vous aurez aimé qu'on échange. Peut-être avec le Rubus, on pourra convenir à certains moments d'un certain nombre d'éléments peut-être qui pourraient être planifiés par la suite. Donc, désolé, je pense que j'ai pris pas mal de temps et puis je vais vous retourner le micro et puis être à votre écoute. Merci. Le docteur Alexis Salvador Loé, qui vient donc d'exposer, est titulaire d'un doctorat en mesure et évaluation de l'Université Laval, donc Québec, Canada, et d'un certificat international donc en mesure de la performance. Et Dr Loé cumule une vingtaine d'années d'expérience en évaluation de projets et programmes en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et au Canada. Et il est membre du comité scientifique du programme d'analyse des systèmes éducatifs donc de la Confemen. Et vous comprendrez pourquoi M. Loé s'est beaucoup apprécié sur les questions donc d'éducation et c'est vraiment son champ d'action. Donc, quelle appréciation donc faites-vous donc du système de mesure au niveau du baccalauréat pour des pays comme le Burkina qui ne tient pas compte des parcours? Ça, c'est une des questions assez intéressantes. Une seconde question vise donc à savoir comment peut-on mesurer l'acquisition des connaissances en contrôlant donc au mieux les effets perturbateurs. Et finalement, comment évalue-t-on la validité d'un test et quelles sont vos propositions concrètes, vous, Dr Loé, en tant qu'expert, en termes de réforme du système éducatif dans un espace comme celui de l'AES, qui est donc en quête donc, d'efficacité du système éducatif.
Donc, rapidement. Le baccalauréat dans le contexte du Burkina. Alors, ce que je pense sincèrement, bon, je pense que si on veut parler, par exemple, de l'examen, euh, ça va être très, très important d'abord de regarder au processus comment est-ce que c'est fait. OK? Alors, sinon, ça prend, bien sûr, des examens euh, qui sont bien construits. Je ne dis pas que c'est mal construit, mais au regard des types de sujets, c'est difficile, par exemple, euh, de, 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 de voir peut-être, il n'y a pas des analyses qui sont faites, par exemple, en ce qui concerne, je vais vous dire, la validité, par exemple, de ces examens-là. Alors, un des éléments, comme je parle, c'est la validité de contenu. La validité de contenu, par exemple, c'est de voir, OK, est-ce que les questions qui sont posées dans l'examen euh, se retrouvent dans le programme? Ça, c'est très important. Et est-ce que les différentes parties du programme, par exemple, sont couvertes? Ça, c'est très important. Je fais l'hypothèse que ça, c'est vérifié. Alors, ce qui va être aussi intéressant, euh, de mon point de vue, le fait que l'examen se passe juste en quelques jours, bon, nous sommes tous passés par là, hein, l'examen se passe en quelques jours, il peut arriver que durant cette période, il y a des gens qui ont eu vraiment des défis pour pouvoir, des problèmes, pour pouvoir bien se concentrer, par exemple, pour passer l'examen. Alors, idéalement, ça, c'est ce que moi je pense. Ce serait important de considérer, par exemple, puisque le bac, c'est au niveau du premier cycle, ce serait intéressant de voir, de pondérer, OK? Même si on veut même prendre juste pour la classe de terminale, d'avoir un poids pour l'examen qui est organisé de façon nationale. Je prends par exemple 60%, mais que les résultats, par exemple, de l'élève à l'école, OK? Donc, à travers les devoirs et puis les examens des différents trimestres, puissent être pondérés pour un certain pourcentage. Donc, ça éviterait, par exemple, vous avez certainement vu plusieurs fois, il y a des gens qui ont été premiers de leur classe, mais qui sont allés échouer au bac. OK? Et le jour de l'examen, OK, ben, toute l'année, ils étaient premiers, mais ils ont échoué. C'est certainement que durant cette période de l'examen, il y a des contraintes, ou bien la période avant l'examen, il y a eu des dispositions qui ont fait en sorte que ces personnes n'ont pas pu donner, par exemple, le meilleur de leurs résultats. Donc, je pense que ça permettrait un peu de pondérer cette partie-là. Donc, ça, c'est ce que je pense au niveau de la réforme. On peut avoir un certain pourcentage, mais peut-être pas 100%, par exemple, au niveau des bac. Voilà. Et pour les réformes au niveau des systèmes éducatifs, je pense que c'est vraiment très important. Les choses, les contextes changent. OK? Et il faut qu'on adapte le système éducatif aux réalités et aux besoins du pays. C'est très important. Il le faut. On ne peut pas continuer à enseigner des choses euh, qui ne servent, qui ne nous servent pas, en tout cas sur le champ, bon, qui ne nous servent pas, et, et fermer les yeux sur des choses qui sont préoccupantes. OK? Donc, normalement, ça va être intéressant de revoir les programmes, revoir le curriculum, mais aussi de revoir même la formation du personnel, des enseignants. C'est très important. Vous pouvez être très, très, très bon, mais aussi la façon de passer le message, ça peut être aussi difficile. Moi, je pense que ça va être très, très important que les réformes tiennent compte non seulement des besoins, je veux dire des besoins du marché du travail, c'est important, mais justement des défis et puis des perspectives, que ce soit au niveau national ou bien au niveau international. Ça, c'est de plus en plus, par exemple, ça fait très longtemps on parle, par exemple, des, des emplois du futur. OK? Alors, ce n'est pas pour sous-estimer une discipline ou une autre, non, mais les emplois du futur
on parle des sciences, des technologies, de l'innovation, et tout, ben, ça demande pas mal de compétences. Je sais qu'au Burkina, il y a eu, par exemple, les lycées scientifiques et tout ça. Alors, bon, ça va être aussi important de voir ce qui se passe à l'intérieur. Autre élément important, euh, je peux me tromper, mais je pense que je n'ai pas encore vu d'études où on s'est préoccupé de savoir ce que sont devenus les diplômés de notre système éducatif. Ça, je n'ai pas encore vu, certainement, il me manque de l'information. Ceux qui vont à l'université et qui finissent par exemple, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ou bien même ceux qui quittent au niveau du secondaire, qu'est-ce qu'ils deviennent? OK? Alors, il y a souvent une étude qui peut être faite pour voir, OK, et ça qui permet aussi de voir comment ils s'intègrent sur le marché du travail, comment ils s'intègrent dans la société et de voir aussi, est-ce qu'il y a des besoins euh, au niveau du marché du travail, par exemple, qui ne sont pas comblés dans les programmes de formation. Et donc, c'est en ce moment alors qu'on peut être amené à revoir ou bien à mettre quelques modules de formation en lien avec les besoins du marché du travail. Il y a des entrepreneurs, il y a des employeurs qui peuvent dire, OK, moi j'ai besoin de quelqu'un qui sait faire ceci, mais je n'en ai pas. OK? Donc, voilà, c'est des éléments qui peuvent permettre de pouvoir mettre dans le curriculum de formation et de pouvoir tenir des formations qui permettent de répondre, par exemple, à des besoins. Alors, je ne sais pas si j'ai manqué une autre question. Alors, au niveau du PASEC, quand je prends le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen, alors, le Burkina a participé aux deux évaluations 2014-2019. Bon, les autres pays, quand je prends le Mali et puis le Niger, j'ai pas peut-être bonne mémoire, mais je crois pas, ils sont pas dans la liste en 2019. Je crois pas que ces pays ont participé. Alors, au niveau, par exemple, des mathématiques, je pense, malgré le fait que vous avez 37% des élèves qui finissent le primaire qui n'ont pas les compétences minimales en mathématiques, c'est préoccupant. Ça veut dire que c'est au moins un élève sur trois. OK? Euh, il reste quand même que le Burkina et puis le Sénégal sont les deux pays, par exemple, qui sont bien classés en mathématiques. OK? Par rapport à ces évaluations. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions ou bien s'il y a d'autres questions. Oui, vous rappelez donc les principaux indicateurs synthétiques de mesure de l'efficacité interne donc des systèmes éducatifs des pays membres de la Confémen. Voilà. Et quels sont, parmi ces indicateurs-là, ceux qui sont pris en compte dans la mesure du bien-être? Donc ça, c'est une des questions. Une seconde question, c'est quel instrument peut-on se servir donc pour une évaluation de la pertinence des politiques publiques? Et enfin, une autre question, c'est quelle est la place de l'adéquation entre système éducatif et les besoins socio-professionnels? Je pense que vous l'avez dit. Interne. Bon, vous savez, il y a plusieurs façons justement de faire les analyses. Et pour les enquêtes à grande échelle, comme pour le PASEC, alors il y a en fait une démarche qu'on a utilisée. Vous voyez, j'ai parlé ici des théories classiques des tests, mais aussi des théories de la généralisabilité. Alors, au niveau du PASEC, c'est un modèle encore plus avancé, ce qu'on appelle la théorie des réponses à l'item, c'est très important, et qui s'appuie sur ce qu'on appelle un modèle de RH. Okay? Donc, ça permet de pouvoir évaluer à partir d'un échantillon représentatif de chaque pays, okay, euh, les compétences ou bien les performances en fait, des élèves dans les différentes disciplines en mathématiques et puis en français. Donc, ce modèle est basé sur ce qu'on appelle le modèle de RH. Donc, ça permet de déterminer à partir de l'ensemble des réponses les probabilités de réussir au- euh, l'examen. Et donc, il y a un score qui est déterminé. Alors, et il faut, par exemple, le score qu'il faut avoir. En mathématiques, par exemple, il y a trois niveaux. OK? Bon, le niveau 1, là, vraiment, c'est que l'élève n'a pas le minimum, OK, qui est attendu. Et vous avez le niveau 2,
qui est le niveau minimum qui est nécessaire pour permettre, par exemple, on dit que des élèves qui ont ce niveau-là, ce sont des élèves qui seront en mesure d'utiliser en fait ces compétences-là dans la vie, dans la société. Okay? Et vous avez un niveau 3 qui est le plus élevé et qui permet de dire que l'élève pourra faire d'autres transferts pour faire l'analyse, donc le modèle de RH à travers la théorie des réponses sanitaires. Et une fois de plus, il y a une représentativité de chaque pays parce que l'échantillonnage est stratifié, par exemple, à deux niveaux. Vous avez peut-être les écoles qui sont choisies d'abord et ensuite, à l'intérieur des écoles, on peut avoir des classes. Donc, si c'est les classes de CM2 et qu'il y a plusieurs classes de CM2, par exemple, au niveau de certaines écoles, donc là, ils font un tirage aléatoire et puis ce sont les élèves de cette classe-là qui vont prendre l'examen. Donc, il y a la pondération qui fait. Donc, ça permet justement de pouvoir s'assurer de cela. Et l'autre facteur qui sont pris en compte, c'est de voir est-ce que les questions ont des comportements qui sont différents d'un pays à l'autre. OK? Parce que, comme je venais de le dire, il est possible que certaines questions favorisent, d'autres non. Donc, ce travail est fait d'abord pour s'assurer que les questions il n'y a pas de différence, que ce soit dans tel pays ou tel autre pays, et qu'il n'y a pas de différence aussi selon le genre. Donc, voici ce qui se fait au niveau du pasteur. Alors, pour la question en lien avec le mieux-être, en fait, il y a un ensemble d'éléments donc, qui peuvent être utilisés pour la mesure du mieux-être. Il y a la littérature en abondance sur ça. Mais au niveau, en fait, du PASEC, il y a un questionnaire contextuel dans lequel vous avez des informations sur le sentiment, par exemple, d'appartenance au niveau de l'école, ou bien pour dire, OK, est-ce que lorsque vous avez des difficultés, est-ce que vous êtes, vous pouvez demander de l'aide? Et puis, l'autre élément aussi qui porte aussi sur la santé, OK, est-ce que vous avez des soucis de santé? Est-ce que, voilà, il y a des questions comme ça dans le questionnaire contextuel. Et je peux aussi vous dire que si vous voulez vraiment faire de la recherche aussi ou bien des analyses avec les données, vous pouvez juste aller sur le site du PASEC et puis vous demander les données et vous les recevrez aussi rapidement que possible. J'ai fait plusieurs publications avec ces données d'ailleurs, mais j'ai demandé juste en tant que chercheur, pas que je suis membre du comité scientifique. Avec des collègues, on a un projet actuellement, par exemple. Donc, vous pouvez demander les données et puis vous les recevrez avec les questionnaires pour pouvoir faire votre travail. Je pense qu'il y a une question qui était en lien avec les politiques publiques, mais je ne l'ai pas bien noté. Je vois, est-ce que c'est institution, politique publique? Je n'ai pas bien compris. Non, mais je pense que vous avez répondu. C'est la question de pertinence Ah, des OK. instruments, donc voilà, qui vont Oui, servir pour mesurer. voilà. Donc, Oui, c'est ça. Effectivement, bon, pour la perte, bon, et puis ce que je peux vous dire de façon générale aussi, voilà, et qui peut-être va aider. Vous savez, la première des choses, quand vous voulez mesurer une dimension, par exemple, comme la pertinence, là, c'est de voir comment est-ce qu'il y a eu déjà des travaux sur ça, et puis comment est-ce que cela a été considéré. euh, et puis, bon, sous la base de ça, est-ce que vous pouvez utiliser ça dans votre contexte? OK? C'est très important parce que c'est possible que vous ne puissiez pas l'utiliser dans le contexte. Et donc, ça amène ce qu'on appelle une validation transculturelle d'un instrument de mesure. OK? Donc, je peux prendre par exemple un instrument, je prends par exemple sur le sentiment d'efficacité personnelle ou bien l'autodétermination. Il y a peut-être 20 questions qui ont été administrées, par exemple, dans un pays bien donné. Je prends par exemple au Sénégal, et puis ça marchait. Ben, je ne peux pas peut-être prendre ça et puis venir avec les questions telles quelles et puis utiliser au Burkina, mais je peux m'inspirer de ça. Je pourrais peut-être poser les questions, mais peut-être il y a des choses qu'il faut ajuster et je peux faire une phase pilote pour pouvoir valider l'instrument. Ou bien, si je veux, en tant que chercheur, je peux prendre l'instrument, je peux l'adapter et puis administrer dans le contexte du Burkina et puis je fais les analyses pour faire une validation de ces questionnaires-là. OK? Donc, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir
travailler. Il y en a beaucoup, il y a plusieurs instruments comme ça. Et pour la pertinence, ça peut être la même chose. Donc, s'il y en a dans certains contextes, vous pouvez sinon, vous-même, vous pouvez concevoir vos questions, mais après, il faudra que vous évaluez la qualité de l'instrument que vous avez utilisé. Merci pour la présentation qui a été faite tout à l'heure. Elle était de bonne facture. Je pense que, comme vous l'avez dit, il y a pas mal d'aspects techniques qui pourraient être discutés après, notamment justement dans le groupe thématique là. En fait, en rappel, hein, au niveau du Rubus, nous faisons la promotion de la pratique évaluative de façon globale, des politiques publiques et autres. Et nous avons en fait un comité scientifique qui développe justement des groupes thématiques. Et nous avons actuellement 2 groupes thématiques sur le genre et sur les évaluateurs émergents. Et justement, ça, c'est un 3e groupe thématique qui est en gestation, justement, qui va porter justement sur la mesure et l'évaluation en éducation et formation. Et ce groupe thématique sera porté par Dr Loyer et y compris avec d'autres membres du réseau qui ont en tout cas marqué leur intérêt pour participer à la réflexion dans ce groupe. C'est vraiment un groupe qui, qui, qui va porter la réflexion sur la thématique et notamment peut-être réaliser pas mal d'autres activités en lien justement avec la mesure et l'évaluation en éducation. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que pour les professionnels, en tout cas du domaine, on pourra aborder des questions beaucoup plus techniques. Voilà. Et nous invitons tous ceux qui sont intéressés à prendre la tâche avec Dr Loé ou la personne qui sera désignée, voilà, pour intégrer le groupe et participer justement à cette réflexion-là. Donc, Dr Loé, je vous laisse la parole pour la suite. Merci, Président, pour cette belle introduction. En tout cas, encore bravo au Rébus parce que les groupes thématiques font vivre généralement les associations et puis je pense que ça demande l'engagement en fait des membres du bureau. Alors, je ne vais pas être long cette fois-ci, je pense, pour ce qui est du groupe thématique. Bon, la réflexion était en cours il y a longtemps, hein, puis bon, je pense qu'on a travaillé. Covid est venu mélanger un peu les choses. Mais là, je pense qu'on a l'occasion de pouvoir échanger. C'est quoi la vision, en tout cas, de ce groupe-là? Voilà, c'est ce que nous allons faire. Donc, je vais vous présenter un peu la vision, le mandat, la mission, et puis on va parler un peu aussi des partenariats et tout ça. Donc, d'abord, en termes de vision, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est celle qui donne en fait justement une direction, donc ça sera la direction par rapport à ce groupe-là. Et c'est ce qui va nous motiver justement en tant que membre du groupe, en tout cas à mobiliser toutes les ressources nécessaires, tous nos efforts pour que nous puissions aller dans la dite direction. Donc pour le groupe thématique, bon, la vision pour nous serait en fait de faire en sorte que donc, chaque acteur du système éducatif, vous savez, c'est très important. Hein. Les acteurs du système, il y a les familles, il y a les enseignants, il y a les élèves, et bien sûr, il y a le personnel administratif, il y a les ministères, et ainsi de suite. Donc, de faire en sorte qu'on puisse utiliser vraiment de l'information, des données vraiment de qualité qui sont fiables pour pouvoir vraiment améliorer la qualité de l'éducation. Pour pouvoir améliorer l'éducation, c'est très important. L'ODD 4, on parle d'une éducation de qualité. C'est bien. Personne ne refuse une éducation de qualité, mais comment on fait pour y arriver? Voilà, ça c'est comment. Ça va être très, très important. Alors, et donc, on se donne alors comme mandat de pouvoir justement, dans le cadre de ce groupe thématique-là, d'apporter vraiment notre contribution pour pouvoir atteindre le changement que l'on souhaite, donc en termes de performance au niveau des systèmes éducatifs. Alors, donc, pour ce faire, on va
normalement donc mettre à la disposition vraiment des différents acteurs. Donc, ça veut dire qu'on aura à réfléchir ensemble, ok, à trouver de l'information ou bien à exploiter de l'information au système éducatif. Je prends l'exemple simple pour le PASEC là. C'est plusieurs pays, mais il faut par exemple des analyses peut-être approfondies pour chaque pays pour voir, OK, sur quel levier on doit appuyer, on doit agir si on veut améliorer par exemple les résultats de nos élèves dans tel ou tel domaine. Ça, c'est très important. Et donc, ça demande, j'ai parlé aussi de formation précédemment, c'est très important. On veut des gens qui sont bien formés dans ce domaine, OK? Ben, ça prend alors aussi des formateurs qui savent donner la formation. Ça, c'est très important. Donc, c'est des aspects sur lesquels on peut réfléchir. Et puis aussi, en tant que membre, c'est très important de pouvoir travailler avec différentes personnes qui ont le même intérêt, par exemple. Alors, et donc, pour ce faire, on va se donner comme mission, en tout cas, de renforcer l'expertise, mais aussi de partager aussi l'expertise burkinabé partout, OK, où nous sommes, et de pouvoir aussi, bien sûr, travailler à renforcer nos capacités à travers peut-être certains ateliers, certains colloques, la participation à des colloques et ainsi de suite. Ça va permettre, par exemple, de pouvoir améliorer notre compréhension, mais aussi de pouvoir contribuer à améliorer l'efficience de nos systèmes éducatifs là. Donc, voici ce que en termes de vision, de mandat et puis de mission, ce qu'on veut dans le cadre de ce groupe-là. Et bien sûr, en termes de... il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. On est dans un contexte où il faut travailler avec tout le monde. Et même si vous pouvez le faire seul, ça ne sert pas parce que vous allez dépenser plus de ressources, alors que à travers peut-être avec d'autres, vous pourrez avoir peut-être moins d'efforts à fournir avec des résultats qui sont intéressants. Donc, les partenariats qui peuvent être possibles, bien sûr, en collaboration avec le Rebus, bien sûr, parce que c'est un groupe thématique du Rebus. Donc, le Rebus donc, est à tous les niveaux. On ne fait pas ça en tant que groupe qui n'a pas, non, certains éléments, en tout cas, tout ce qui doit être fait doit être de concert, par exemple, avec les responsables au niveau du Rebus. Ils doivent informer, ils doivent participer et ils doivent aussi certainement aussi appuyer les différents groupes thématiques. Donc, on pense que ce sera le cas. Donc, les partenaires, il y en a plusieurs. Et puis, dans certaines associations d'évaluation aussi, il y a aussi des groupes thématiques dans ce domaine-là. OK? Et vous avez d'autres éléments. Donc, ça pourrait être des éléments de collaboration aussi avec le PASEC ou bien avec d'autres institutions. Vous avez l'Association pour le développement aussi des méthodologies d'évaluation en éducation, qui on pourrait peut-être avoir des collaborations. Alors, et bien sûr, ça va être intéressant. Il faut communiquer et ça, c'est un aspect important. Si vous êtes seul à travailler chez vous, on ne sait pas vous faites ce que vous faites, ben, ça n'aura pas de fruits. Donc, je pense qu'il faut communiquer. Il faut savoir quoi communiquer, à qui, quand est-ce et puis comment. Ça va nous aider à pouvoir apporter une meilleure visibilité, par exemple, du groupe et partant aussi du Rebus. Voilà. Donc, en termes de formation et d'expertise que nous aurons, donc, ça va être important. Comme on l'a dit, c'est un groupe. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on puisse renforcer nos capacités dans les différentes évaluations. Le REBUS, c'est le réseau burkinabé de suivi et d'évaluation. Donc, il faut les évaluations d'impact, les méthodes d'évaluation d'impact, l'évaluation des politiques éducatives, comment on s'y prend, l'évaluation des apprentissages, mais aussi des programmes d'études, c'est aussi très important. Et la petite enfance occupe une place très, très importante dans nos pays. Et si on veut vraiment avoir des citoyens bien formés, engagés et intégrés dans la société, ça commence par là. Donc, en s'assurant aussi, bien sûr, lorsque nous faisons nos évaluations, comme je viens de le dire, les questions de validité et de fidélité des instruments sont des éléments qui vont être
à l'ordre du jour dans les échanges sur lesquels nous pourrons venir plus tard. Donc, voici ce que je voulais présenter en lien avec le groupe thématique. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Je vous laisse la parole. C'est vraiment avec plaisir, avec honneur que nous avons écouté pendant plus une heure 30 d'horloge. Je crois que nous avons beaucoup appris et ça tombe bien parce que le rebus, c'est vraiment un cadre de réflexion et d'apprentissage. Et donc, nous devons multiplier ce genre donc, de sessions d'échange. Alors, donc, pour permettre à ceux qui ne sont pas encore membres du Rebus de mieux comprendre comment on s'y prend pour adhérer au Rebus, je vais partager juste une slide et demander à l'expert, est-ce que... À la suite de tout ce qui a été dit, donc, je viens passer les informations sur les différentes adhésions au Rebus. Voilà, donc, en ce qui concerne les frais d'adhésion, là, ça fait 15 000 francs CFA. Les cotisations, ça fait 12 000 francs l'année. Voilà, donc pour vous permettre de payer tout ça, et vous voyez, il y a une ligne de code qui est là. Voilà, donc ça, ce code-là vous permet de payer les frais. Voilà. Donc, pour pouvoir aussi intégrer, donc, il va falloir que vous remplissiez, voilà, un formulaire et donc, il y aura un lien qui sera partagé à cet effet. Voilà. Et donc, il n'y a pas de conditions particulières. Il faut juste manifester l'intérêt d'être membre du Rebus et s'acquitter de ses droits d'adhésion et de cotisation. Voilà. Donc, en dehors de ça, si vous avez besoin d'autres informations complémentaires, donc, il y a un numéro qui s'affiche en bas et vous pouvez nous joindre à ce numéro-là pour qu'on puisse vous donner des informations par rapport à tout ce que vous voulez savoir sur les réseaux. Donc, voilà brièvement dit ce que je voulais partager avec vous sur les conditions, les adhésions au Rebus. Donc, tout ça, merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je profite encore de dire merci encore en tout cas à notre expert du jour pour la qualité de la présentation et encore merci aux différents participants d'avoir dégagé du temps pour participer à cette belle session. Alors, en tant que les conditions pour pouvoir être membre du groupe thématique, c'est d'abord pour être membre du groupe thématique, d'abord il faut être un membre du Rebus. Et donc, le souhait, c'est d'inviter tout le monde à vouloir vraiment, en tout cas, s'adhérer. Donc, comme c'est que le chargé de communication l'a si bien dit, donc il y a les conditions pour pouvoir adhérer. Donc, il y a un numéro de téléphone qui est là où vous pouvez le contacter. Il va vous partager les informations, le numéro et puis les formulaires pour pouvoir vous adhérer. Dès que vous vous adhérez, il y a un groupe WhatsApp qui est créé pour l'ensemble des membres. Et également aussi, il y a un groupe WhatsApp pour le groupe thématique où ils se rencontrent périodiquement pour établir un plan de travail avec des sessions. Mais le point d'entrée, il faut être vraiment membre du Rebus. Donc, c'est une invite à tout le monde de pouvoir le faire. Inexorablement, nous tirons vers la fin. Nous avons encore 3 minutes et nous allons décliner les prochaines étapes, donc les prochaines activités aussi intéressantes programmées par le Rebus. Comme je vous le disais, c'est vraiment un cadre d'apprentissage et de partage d'expériences. C'est pour cela qu'après ce webinaire, nous avons encore 2 autres aussi intéressants que celui que nous venons donc de suivre. Et en septembre, nous aurons un deuxième webinaire qui va porter sur l'évaluation donc avec les jeunes. Le thème exact. Il viendra donc notre webinaire tout aussi pointu qui va lui concerner les approches de calcul donc de la taille de l'échantillon pour une enquête d'évaluation. Donc, ce sont les prochaines étapes qui vont marquer en même temps la fin de ce webinaire. Je ne pourrais pas clôturer sans, une fois de plus, remercier Dr Loé pour la qualité des informations fournies, mais aussi pour la disponibilité pour le Rebus, mais aussi pour le pays. Donc, je rappelle que malgré son programme chargé, M. Loé est prêt donc à accompagner beaucoup de structures au niveau du pays, et en l'occurrence le Rebus. Ceci étant, je vous dis merci à tous ceux qui sont restés connectés.
tous ceux qui ont pris part donc à cette session. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Merci. Bonne soirée à tous.